Bonjour. Je vais vous demander un petit peu de participation tout à l'heure, donc on va s'échauffer avant. Est-ce que vous pouvez lever votre main droite? Ok, vous savez faire, c'est bien. Votre main gauche? C'est bon, on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Alors, ceux qui ont déjà vu des talks de ma part vont être déçus. Cette fois-ci, il y aura des mots sur les slides. Mais comme toujours, je publie mes slides parce que, notamment là, il va y avoir pas mal de code. Et c'est peut-être plus facile de suivre sur un slide. Donc n'hésitez pas à aller soit sur mon GitLab, récupérer les slides sur votre ordinateur ou à scanner le QR code pour avoir les slides en live. Ce sera peut-être plus facile et plus lisible parce qu'il y aura un petit quiz à la fin pour voir si vous avez bien écouté. Alors non, ça n'a rien à voir. Il y aura un quiz qui est volontairement difficile, pas parce que je suis sadique et que j'aime voir les gens se tromper, mais parce que quand on se trompe, on retient. Et le but, c'est que vous appreniez, donc tout va bien. C'est pas un quiz avec à la fin, il y a quelqu'un qui gagne, etc. Non, c'est juste pour vous, dans votre tête, pour apprendre. Alors, qui je suis? Je m'appelle Laetitia Avro, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis la seule personne au monde à porter ce nom. Et je suis ici parce que je suis contributrice du projet PostgreSQL. C'est-à-dire que j'écris quelques petits patchs pour PostgreSQL, que je suis experte PostgreSQL. Et je fais un petit peu de choses dans la communauté. Je suis trésorière de l'association PostgreSQL Europe. Donc ça veut dire que c'est moi qui paye toutes les factures de toutes les conférences qu'on organise. On en organise 7 ou 8 en Europe. Je suis aussi cofondatrice de PostgreSwomen. PostgreSwomen, c'est un organisme dont le but, c'est de mettre en lumière les femmes dans la communauté Postgres. Et on a un plan démoniaque, c'est qu'on commence par leur payer les tickets aux conférences pour qu'elles viennent gratuitement, et puis après on les pousse sur scène. C'est très drôle. Je suis actuellement practice leader pour toute la partie Postgres et la sécurité de Postgres chez EDB, c'est-à-dire que je suis responsable du niveau technique de toute personne qui est en contact avec un client chez EDB, EDB étant l'entreprise qui emploie le plus de contributeurs de Postgres par rapport à la taille de la société. On a aussi 3 membres de la core team sur 7. Et comme j'avais encore du temps libre, j'enseigne à l'Université Lyon 1, où j'enseigne les bases de données. Alors au départ, c'était les bases de données. On m'avait dit qu'il faut faire du Oracle et du Postgres. Et au bout d'un an, je suis revenue voir le directeur de l'université en disant c'est vraiment préjudiciable à Oracle, parce que les étudiants voient la différence entre Postgres et Oracle, donc il faudrait mieux retirer Oracle du syllabus, ce qu'on a fait. Je suis aussi responsable de ces 2 petits sites. MyDB et Notebook, c'est plutôt mon blog sur lequel j'écris les choses, les questions techniques que je me suis posées, parce que je sais que je suis plus toute jeune, et quand j'ai besoin de me souvenir de quelque chose que j'ai creusé il y a 1 ou 2 ans, c'est assez pénible de jamais retrouver, donc je sais que là, je l'ai écrit et je peux le retrouver. J'ai aussi fait ce petit site psqltips.org. Alors, je suis une grande fan des lignes de commande, déjà parce que quand vous écrivez en ligne de commande, c'est classe, c'est autre chose qu'un outil graphique, mais surtout parce qu'on est plus efficace avec les lignes de commande. Par contre, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus lente. Du coup, pour aider ça, j'ai fait ce petit site web. Pour l'instant, il y a 150 astuces à peu près autour de PSQL. Le but, c'est d'arriver entre 200 et 300 quand j'aurai fini. Alors, de quoi on va parler? On va parler de l'optimiseur de Postgres, de comment il marche. On va bien sûr passer du temps sur Explain Analyze. On va se poser cette question de est-ce qu'il faudrait vraiment rajouter cet index ou pas? Et on va regarder des cas d'exemple. Et à la fin, on aura un petit quiz. Allez, c'est parti. L'optimiseur Postgres, c'est un process qui fonctionne avec différentes étapes. D'abord, la requête arrive, elle passe par un parseur, on verra dans le détail chacune de ces étapes, puis elle est envoyée à un rewriter, puis au planeur, puis à l'exécuteur, et à la fin, on récupère le résultat de la requête. Chaque temps que prend chaque étape peut être réduit en connaissant comment il marche et en arrivant à comprendre pourquoi il prend plus de temps sur cette étape que sur une autre. Généralement, on essaye de réduire le temps utilisé par l'exécuteur, mais ce n'est pas forcément
toujours pertinent. Il y a des cas où c'est plutôt le rewriter qu'on va vouloir réduire, ou le planner. Alors, le parseur, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend la requête, il s'assure qu'elle est correcte au niveau syntaxique. C'est important de ne pas aller jusqu'à l'exécution pour se rendre compte qu'il y avait une erreur de syntaxe. En plus, ce serait difficile de dire ce qu'on voulait vu qu'il y a une erreur de syntaxe. Il valide aussi les data types qu'on va utiliser. S'il y a besoin d'une conversion implicite, c'est là que ça va se passer. Et ensuite, il va construire un arbre de requêtage avec différents nœuds pour que l'étape suivante, le rewriter, puisse travailler avec ces différents nœuds pour les améliorer. Si cette étape de réécriture vous intéresse, il y a une super conférence de Melanie Pledgeman justement sur comment réécrire certaines parties de certains nœuds de l'arbre de requête. Et c'est très très bien expliqué. Melanie Pledgeman, qui est contributrice majeure de PostgreSQL. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va gérer les CTI. CTI, c'est Common Table Expression, c'est les parties avec with qui sont en début de requête. Ensuite, il va peut-être, si nécessaire, transformer les sous-requêtes. Donc, voilà un exemple de transformation de sous-requête. Donc, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a créé une requête sur la table produit et qui cherche ensuite toutes les commandes qui utilisent les product ID qui sont dans la table produit. Cette requête, en fait, peut être écrite comme ça, avec une jointure entre la table des produits et la table des commandes. Le truc, en fait, c'est que si on laisse ça comme ça ne va pas être bon en performance. Alors que si on le réécrit comme ça va être meilleur. Donc ça, c'est quelque chose que Postgres fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. C'est quand même mieux, dès le départ, d'écrire la requête comme elle est écrite en deuxième, parce que ça veut dire que le rewriter a moins de travail. Du coup, ça ira un peu plus vite. Alors bien sûr, sur une requête, ça ne va pas faire la grosse différence. Mais si vous lancez cette requête toutes les millisecondes, ça peut être intéressant. Non pas que ce soit une bonne idée d'envoyer une requête toutes les millisecondes. Un autre truc que fait Postgres, c'est qu'il va essayer de réordonner les jointures. Quand on a des jointures, si vous avez fait un peu d'algèbre relationnelle, vous savez que c'est plus efficace, plus on commence par faire les jointures avec les sous-ensembles de données qui ont le moins de données. Parce que ça permet de réduire drastiquement les données avec lesquelles on va travailler. Postgres, pour ça, par défaut, va réordonner l'ordre des jointures pour arriver à travailler avec le moins de données possible jusqu'à 8 jointures. Le problème, c'est qu'on parle d'un factoriel. Donc, si on a 8 jointures, les possibilités sont factoriel 8. Si on en a 9, c'est factoriel 9, etc. Donc, ça prend un temps non négligeable. Du coup, quand on écrit les requêtes, se poser la question de est-ce que c'est intéressant de réordonner mes jointures pour avoir les jointures les plus sélectives en premier, va permettre de gagner du temps. Et du coup, si on le fait systématiquement, on peut arriver à réduire le paramètre de joint reordering pour dire à Postgres, ne fais pas cette étape-là, on sait qu'on est bon, et du coup, tu n'as pas besoin de perdre du temps à essayer de réordonner les jointures. Quelque chose qu'il fait aussi, c'est le predicate pushdown. Predicate pushdown, c'est ici, par exemple, on fait une requête sur les clients avec les commandes, et on regarde les clients européens. Si on fait d'abord la jointure et qu'ensuite on filtre les clients européens, on va se retrouver avec beaucoup de données, trop de données, parce qu'on aura aussi tous les clients en dehors de l'Europe. Du coup, l'idée, c'est de prendre les clients européens et de filtrer en premier ces clients européens et de faire la jointure ensuite. Si on fait la jointure sur un ensemble de données plus petit, la jointure sera plus rapide. On arrive au planificateur. Le planificateur, il va récupérer le tri parsé, donc l'arbre de requêtage parsé, et il va analyser les tables et les colonnes dont il a besoin dans sa requête. En même temps, il va charger les statistiques liées à ces colonnes et à ces tables. On reparlera plus tard des statistiques. À partir de ça, il va générer des plans. Donc il va évaluer les différentes méthodes d'accès pour accéder aux données.
Est-ce qu'il faut faire du sequential? Est-ce qu'on peut passer par des index, etc. Il génère les différents types de jointures possibles, du merge, du arch join, du nested loop, etc. Et il propose différents plans alternatifs. Le problème, c'est que son travail, c'est aussi, une fois qu'il a généré ses plans, de choisir un plan. Comment choisir un plan? Pour ça, le planeur se dit qu'il va mettre des coûts à chacun des plans, et du coup, il choisira celui qui est le moins coûteux. Comment mettre des coûts? Tout est basé sur des statistiques. On a dans Postgres, on maintient des statistiques sur les colonnes et sur les tables. Sur les colonnes, les statistiques sont mises à jour avec la commande analyze, alors que sur les tables, les statistiques sont mises à jour après chaque commit. Et on peut les requêter, ces données, elles sont visibles, dans pgstat all tables pour les tables et dans pgstats pour les colonnes. À partir de ces statistiques, donc, ce qu'on va stocker, c'est par défaut les 100 valeurs les plus fréquentes et leur fréquence et la fréquence de valeur nulle. Ce sont des estimations qui sont basées sur un échantillon, par défaut 10% des lignes. On va faire et ensuite, on va utiliser des coûts unitaires. C'est-à-dire combien ça coûte de faire un scan séquentiel. Donc un scan séquentiel, c'est quand on va voir la totalité de la table pour chercher les données. C'est le coût unitaire, c'est-à-dire qu'il vaut 1. On peut le changer, mais ça n'a pas d'intérêt de le changer puisque tous les coûts sont relatifs. Donc autant garder l'unité à 1 pour le scan séquentiel. Ensuite, on a le random page cost. Donc random page cost, c'est un accès aléatoire sur disque. En fait, c'est les index. Le défaut, c'est 4. C'est-à-dire qu'un scan séquentiel coûte 1, un random page cost coûte 4. En vrai, cette valeur de 4, elle était bonne il y a 25 ans. On n'est plus il y a 25 ans. On a des disques SSD qui sont beaucoup plus rapides. Et justement, la différence entre scan séquentiel et scan aléatoire a beaucoup changé. Et si vous êtes sur du SSD, vous pouvez, si c'est vraiment des très bons SSD, parce qu'il faut les bencher, vous pouvez aller jusqu'à 1,1 pour ce coût, au lieu de 4. Si vous faites ça, ça veut dire que Postgres va favoriser, quand c'est possible, des accès par les index. Attention, c'est pas parce qu'il y a des index que c'est forcément une bonne idée de les utiliser. On en reparlera plus tard. Ensuite, en coût unitaire, on a l'accès à une ligne au niveau CPU. Par défaut, c'est 0,01. Ce n'est pas quelque chose que je vous encourage à changer. Et l'accès d'une ligne dans un index au niveau CPU, donc le coût. Et le défaut, c'est 0,005. Là encore, ce n'est pas quelque chose que je vous encourage à changer. Maintenant, une fois qu'on a ces coûts unitaires, une fois qu'on a les statistiques, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des maths, en fait. C'est juste de la proba. Donc, on prend le nombre de pages de la table, multiplié par le coût d'un scan séquentiel, plus le nombre de lignes estimées, multiplié par le coût CPU de process d'une ligne. Et pour un index, c'est la même chose, sauf qu'on utilise les coûts d'index. Donc jusqu'ici, rien de compliqué, c'est juste des probas, on devrait y arriver. Et une fois qu'il a calculé son coût global de chaque plan, donc il faut savoir que générer 10 ou 15 plans différents sur une requête, c'est assez commun, il va pouvoir choisir le meilleur plan selon ses données. Et une fois qu'il a sélectionné le plan, il va créer un arbre de requêtage. Une fois qu'on a l'arbre de requêtage, on va pouvoir l'exécuter. Alors, Postgres n'a pas un exécuteur qui est aussi fort que Oracle. L'exécuteur de Oracle est capable à la volée, en fonction des données, de changer sa manière de faire. Postgres se fait un peu, mais très peu. Alors, d'abord, il exécute, c'est son boulot. Il doit aussi gérer les ressources.
Donc il doit gérer combien de CPU il a besoin, combien de mémoire, est-ce qu'il veut. Si on lui a demandé de paralléliser, c'est son boulot de dire on m'a demandé de paralléliser sur 4 workers, il me faut 4 workers, par exemple. Et comme j'ai dit, il fait quelques adaptations limitées du plan d'exécution. Par exemple, si il se rend compte que les données dans l'index sont vraiment énormes, il va peut-être faire des matchs sur les pages et non pas sur les lignes, ce qui est beaucoup plus rapide, mais qui nécessite ensuite de refaire une vérification et un filtre. Mais ça peut être rentable. Sur les exécutions parallèles, par exemple, il va pouvoir dire « Ah bah oui, mais ce nœud-là, ce worker, il a fini le travail beaucoup plus vite que les autres, donc celui-là qui devait exécuter ce morceau de code, finalement, on va le redonner à ce process qui attend pour rien. » Donc c'est vraiment très très limité l'adaptation du plan d'exécution par l'exécuteur. Et on arrive à la première erreur, c'est que souvent, j'entends dire l'optimiseur sélectionne le meilleur plan. Alors c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. L'optimiseur sélectionne le meilleur plan d'après les données qu'il a. Et si ces données sont fausses, forcément, il y a des chances qu'il tombe sur un plan qui est mauvais. Alors, les données sont fausses, ça peut être simplement un problème de statistiques qui ne sont pas à jour, ça c'est très facile à régler. Ça peut être un problème de modélisation, puisqu'on parle d'une base de données relationnelle qui, du coup, fait des suppositions sur la manière dont vous avez modélisé vos données. Par exemple, imaginons que vous avez une table avec une colonne ville, une colonne pays, une colonne continent. Et vous cherchez toutes les villes qui s'appellent Paris en France. Vous croyez qu'il y en a beaucoup? Je crois qu'il n'y en a qu'une. Et le truc, en fait, c'est que Postgres n'a aucun moyen de savoir que ces deux colonnes sont liées. Il n'a pas moyen de savoir pourquoi, parce que c'est une violation de la deuxième forme normale. Donc lui, il suppose qu'il n'y a aucun lien entre les colonnes. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle on peut avoir un plan d'exécution totalement erroné. Alors, on a fait quelque chose pour éviter ça. On a maintenant un ordre qui s'appelle Create Statistic, qui va faire des statistiques corrélées entre deux colonnes. Ce qui va lui permettre de savoir que Paris, il n'y en aura qu'une en France, et du coup, il va certainement utiliser un plan d'exécution qui sera meilleur. Mais rappelez-vous que c'est quand même une violation de la deuxième forme normale. On va passer au meilleur outil pour comprendre ce que fait l'optimiseur de Postgres. Cet outil s'appelle Explain. Explain, qui se traduit littéralement par explique, c'est on lui donne la requête et il va nous dire ce qu'il en fait, quelles sont les différentes étapes qu'il fait, comment il les fait, dans quel ordre, etc. Si on veut aller plus loin, on peut lui demander Explain Analyze. Alors, dans la communauté Postgres, on est des geeks, on est nuls en hommage. Il se trouve qu'on utilise le mot analyze pour récupérer les statistiques, et le mot analyze dans Explain Analyze n'a rien à voir. Là, il veut dire qu'on va faire un plan d'exécution qui aura les données théoriques du plan d'exécution, les coûts, les estimations, etc. Mais on va aussi exécuter la requête, donc on aura aussi des données réelles. Combien de lignes on a ramené, combien de temps ça a pris, etc. Donc, il ne faut pas confondre le analyze de je récupère les statistiques et le analyze du explain analyze. Alors, les gens, généralement, connaissent explain et explain analyze. Comme je vous l'ai dit, le explain analyze va exécuter la requête. Donc, faites attention en production. Si vous avez une requête très coûteuse, il ne faut peut-être pas faire un explain analyze, en tout cas pas au début. Mais on peut aller plus loin en rajoutant plein de paramètres. Et souvent, quand on fait de l'optimisation, on aime bien avoir beaucoup de données, parce qu'il n'y a jamais assez de données en fait, pour comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je vous conseille, au lieu de faire un simple explain analyze, faites un explain analyze verbose buffer wall memory. Alors, comme j'ai dit déjà, le analyze va exécuter la requête, à utiliser avec parcimonie. Verbose va rajouter des informations sur les colonnes et leur data type, ce genre de choses. Buffers est très important. Si vous avez un bottleneck I/O, ça va vous donner les hits dans les shared blocks, donc en mémoire, et ça va vous donner aussi ce qui est récupéré sur disque.
Wall, donc les Wall Write Ahead Log en Postgres, c'est le mécanisme qui assure la durabilité de Postgres. C'est-à-dire que quand on écrit, quand on fait une requête d'écriture, on ne va pas écrire directement sur disque dans les data files, ce serait trop coûteux en temps et en performance. Du coup, on va écrire dans un journal séquentiel et régulièrement, on va prendre ce qui est dans ce journal et le mettre dans les data files. Mais du coup, ça peut ajouter un overhead non négligeable parce que c'est quelque chose qu'on doit synchroniser avec le disque. On ne peut pas renvoyer un commit acknowledgement tant qu'on n'est pas sûr que la donnée est sur le wall. Et la partie memory, c'est juste pour vérifier l'utilisation de la mémoire par cette requête. Et ensuite, on met simplement la requête comme ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort explain? Déjà, il nous dit le type de nœud. Donc ça, c'est une opération qui est... donc là, ça s'appelle une nested loop, qui est effectuée avec les données. Ensuite, il va nous donner des coûts. Les coûts sont toujours donnés avec un nombre, 2 points, un autre nombre. Le premier nombre est l'estimation du coût pour récupérer la première ligne. Le deuxième nombre est l'estimation du coût pour récupérer la totalité des lignes. Ensuite, il va estimer combien de lignes il va récupérer. Et width, c'est la taille en octets, la taille moyenne en octets de chaque ligne. Ça vous permet de savoir si on récupère quelque chose d'énorme ou pas. Et vu que j'ai fait un explain analyze, il va me donner des données réelles. Donc les données réelles, c'est le temps d'exécution de chaque nœud. Donc là, le premier nombre, c'est le temps pour récupérer la première ligne. Le deuxième nombre, c'est le temps pour récupérer la totalité des lignes. Ensuite, il me dit combien de lignes il a réellement récupéré. On voit que sur la première ligne, là, il estime qu'il va récupérer 5 lignes et qu'ensuite, il en récupère 3. Là, on est dans le même ordre de grandeur, donc il n'y a pas de souci d'estimation. Et ensuite, il nous dit combien de fois il fait cette opération. Dans ce cas-là, une fois. Là, c'est la partie verbose, c'est-à-dire qu'il va nous dire quelles colonnes sont impactées par ces différentes opérations. Là, il nous donne les infos sur les buffers, et notamment Shared nous dit que c'est des données qu'il a trouvées dans Shared Buffers, donc il n'a pas eu besoin d'aller sur disk pour les chercher. Là, il nous dit qu'il fait des scans d'index, et non pas des scans séquentiels, qui impliqueraient d'aller scanner la table, ce qui est généralement plus coûteux, pas toujours. Et ensuite, il rajoute le filtrage qu'il fait après, mais qui est fait au niveau de l'index, d'où le index count. Et ensuite, on a un petit résumé qui nous dit le temps pour planifier la requête et le temps d'exécution. Alors, moi, j'aime bien le voir comme ça. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, il y a des outils qui ont été créés. Le premier dont je vais vous parler, c'est un outil qui a été fait par un contributeur tchèque qui s'appelle Dépêche. Et il a fait un outil qui va mettre des couleurs là où les opérations sont très coûteuses, en vous disant il y a des chances que ici vous allez pouvoir l'améliorer. Il donne aussi le pourcentage de temps global passé pour chaque nœud. Et l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est sur Internet, donc vous pouvez le partager avec des collègues ou avec des contributeurs de la communauté si vous avez besoin d'aide, etc. Mais par contre, c'est sur Internet. Alors, il y a quand même une option pour supprimer le plan d'exécution quand on n'a plus besoin qu'il soit sur Internet. Et on peut aussi demander de l'obfuscation pour qu'on ne voit pas les noms des colonnes, les noms des tables. Ça ne change rien pour analyser le fonctionnement et le plan d'exécution. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on voit qu'il y a des opérations en rouge qui sont celles qui prennent le plus de temps. On a un autre outil fait par Dalibo, qui est une société française, qui a décidé de le représenter plus comme un arbre. Alors, on a aussi une représentation graphique en tableau, comme l'outil de Dépêche. C'est une interface interactive, vu que c'est un arbre. Du coup, on peut cliquer sur les nœuds pour les grossir, voir ce qui se passe, etc. Surtout, c'est un outil que vous pouvez déployer chez vous dans un conteneur. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos plans d'exécution sur Internet. Donc, ça donne ce genre de choses.
Alors moi, je préfère lire un tableau que ça, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Qu'est-ce que vous devez regarder quand vous voyez un plan d'exécution? Quelles sont les choses qui vont vous dire « là, il y a un problème ». J'en ai déjà parlé, les scans séquentiels, particulièrement sur les grosses tables, vont être des opérations très coûteuses. Donc là, la question que vous allez vous poser, c'est « j'ai pas un index sur cette colonne ou sur ces colonnes, pourquoi ils ne l'utilisent pas ?» Un red flag très important, c'est quand on a un nombre de lignes estimées qui est différent du nombre de lignes réelles, vraiment différent, avec des grosses différences. Là, c'est quelque chose qui va vous faire dire « mes statistiques ne sont pas à jour, il faut rejouer les statistiques ». Vous pouvez aussi regarder si vous avez des opérations de tri ou de hash qui coûtent très cher. Pourquoi? Parce que le tri et le hash dans Postgres sont faits dans une zone de mémoire qui s'appelle workmem, et cette zone est souvent restreinte. Pourquoi elle est restreinte? Parce que cette zone peut être utilisée 1 à n fois par la même requête, et comme on a beaucoup d'utilisateurs en parallèle, ça peut vite faire un out of memory. Mais si cette zone de mémoire n'est pas suffisante, on va swapper. Et du coup, ça va être très très mauvais en perf. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Le nested loop, donc on l'a vu juste avant, le nested loop, c'est une opération de jointure, c'est l'opération de jointure la moins efficace. La plus efficace étant le hash join, mais on ne peut pas toujours faire un hash join. Donc s'il y a un nested loop, surtout avec des relations qui sont très grandes, il faut regarder s'il n'y aurait pas moyen de faire autrement. Et enfin, on a vu qu'on avait un index count qui permettait de faire le filtre dans l'index. Si on a une filter condition au lieu d'un index count, ça veut dire qu'on va récupérer les données dans l'index et qu'ensuite on va faire un filter condition. Ça va être un peu moins performant. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Les index. Alors, normalement, un index, ça sert à accéder aux données rapidement. Et ça le fait tout simplement parce qu'on transforme un algorithme qui est en O de n en O de log de n. Donc ça veut dire que plus on a de données, plus ça ira vite, en théorie. Dans Postgres, on a plein de types d'index. Le bittree étant le défaut, c'est surtout pour tout ce qui est égalité et inégalité. Le hash pour l'égalité seulement. Le GIST, c'est pour les types de données géométriques et plages de valeurs, j'en ai parlé ce matin. Le GIN, c'est pour le full text et les tableaux. Et le BRIN, c'est pour les données qui sont déjà ordonnées, en fait. Si elles sont déjà ordonnées, on va avoir des plages de données dans l'index BRIN, et ça va être beaucoup plus efficace parce que c'est un index beaucoup plus petit, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker qu'on ait les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, on va dire, dans ces blocs, on a les valeurs de 1 à 5. Donc forcément, ça prend moins de place. Mais c'est pas tout. On peut aller plus loin. On peut faire des index fonctionnels dans Postgres. Ça veut dire que n'importe quelle expression SQL peut être indexée. On peut faire des index sur plusieurs colonnes. On peut faire des index covering. Les index covering, c'est on va indexer une colonne A, mais on va rajouter dans les valeurs indexées la colonne B. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'aller dans la table chercher la valeur de la colonne B quand on a la valeur de la colonne A. On peut aussi faire des index partiels. C'est des index avec une clause where. C'est-à-dire qu'au lieu d'indexer la totalité de la table, par exemple, indexer les customers where status égale active, on peut le faire. Et du coup, ça permet de ne pas s'embêter à aller chercher les clients qui sont inactifs. Alors, quand est-ce que c'est utile d'avoir un index? Quand on a une requête qui est sélective. Par exemple, ici, a priori, l'ID est assez unique dans la table Customer. Je cherche le Customer qui d'ID 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça devrait y avoir qu'une seule ligne, donc c'est assez sélectif. Donc, un index sur le Customer ID, ça devrait être pas mal. Si j'ai une table des commandes et que je veux souvent chercher les données suivant des plages de date, ça peut être intéressant d'avoir un index sur les plages de date. Les index aident aussi pour faire des jointures. C'est pour ça qu'on conseille souvent
de mettre des index sur les clés étrangères. Par exemple, ici, donc on a typiquement une clé étrangère entre les numéros de commande et les lignes de commande. Et si on met un index sur les ID, cette requête sera plus rapide. Sur les tris, en fait, les index sont triés. Du coup, si par exemple ici, on essaye de trier par date les commandes du client 1, 2, 3, on devrait, avec un index sur la date de commande, ça va accélérer cette requête, puisque les index sont triés. Par contre, quand on écrit, chaque fois, on doit écrire dans l'index et dans la table. Donc, vu qu'on écrit 2 fois au lieu d'une, c'est un petit peu plus lent. Donc, par exemple, ici, je fais un update de la colonne status, de la colonne processing date et update at. Si j'ai mon index sur order date que j'avais mis avant, il va ralentir cette requête. Alors l'idée, c'est pas de dire on va mettre 0 index, comme ça on va jamais ralentir les requêtes d'écriture. L'idée, c'est de se dire combien j'ai d'écriture sur cette colonne, combien j'ai de lecture sur cette colonne, est-ce que ça vaut le coup de mettre un index? Et il se trouve que Postgres garde des statistiques sur tous les usages de ces colonnes. Vous les trouvez dans les 2 vues dont j'ai parlé au début. Donc du coup, vous savez exactement combien d'écriture et de lecture sur chaque colonne de vos tables, et donc vous pouvez savoir si c'est intéressant de mettre un index ou pas. Il y a aussi un cas où ce n'est pas intéressant. Par exemple, la sélectivité. Si j'ai 90% de mes clients qui sont actifs, mettre un statut actif, un index sur le statut actif va ralentir, en fait, va être plus lent que d'aller chercher juste dans la table. Pourquoi? Parce que je fais un select étoile, donc j'ai besoin de toutes les autres colonnes, pas que de la colonne status. Et du coup, pour chaque ligne trouvée dans l'index, je vais devoir aller chercher dans la table pour récupérer les autres colonnes. Du coup, ce sera plus lent que de faire un scan séquentiel sur la table. Et c'est ce que j'appelle le Stack Overflow Trap, parce que sur Stack Overflow, quand c'est lent, on vous dit toujours « rajoutez un index ». Mais non, ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a aussi d'autres problèmes à avoir trop d'index. C'est une question de maintenance. C'est-à-dire que forcément, il y a les écritures, mais il y a aussi toute la partie vacuum, récupération des statistiques, etc., qui va être plus lente. Et puis, il y a aussi la problématique de stockage, parce que quand j'arrive dans une entreprise qui ont une base transactionnelle et qu'ils ont plus d'index en stockage sur leur disque que de data, c'est qu'il y a un problème. Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions quand vous voulez rajouter un index, parce que pour votre requête, il y a de fortes chances que cet index l'améliore. Mais pensez à toutes les autres, parce que votre requête, elle n'est pas toute seule. Donc, c'est une question d'équilibre. Et on peut utiliser Explain Analyze pour voir où ça va. Bien sûr, le plus intéressant, c'est toutes les colonnes qui ont plus de lecture beaucoup de lecture et très peu d'écriture. Cherchez aussi les colonnes sur lesquelles il y a beaucoup de valeurs différentes. Si vous avez une colonne avec plus de 90% des données qui sont les mêmes, vous allez avoir peu de chances que ce soit intéressant de mettre un index. Et considérez les index multicolonnes et les index couvrants. Je n'ai pas le temps d'élaborer, mais un index multicolonne peut remplacer un index unicolonne, voire plusieurs. Et vérifiez l'utilisation des index. Là encore, Postgres garde quand les index ont été utilisés. On a des statistiques très fines là-dessus. Donc si vous avez un index qui est là depuis 10 ans, qui n'a jamais été utilisé, je pense qu'il est assez safe de dire qu'on peut le supprimer. Et cherchez les index dupliqués. Pourquoi? Parce que Postgres, son travail, c'est de faire ce que vous lui demandez. Vous lui dites que vous voulez créer un index, il va créer l'index, même s'il existe déjà. Il faut juste que le nom soit différent. Comme j'ai dit ce matin, si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, le boulot de Postgres, c'est de s'assurer que la balle aille dans le pied de la manière la plus efficace possible. Et il le fera. Alors, on arrive à la partie quiz. La seule chose que je vous demande, c'est quand vous avez une idée, vous levez la main, je ne vous interrogerai pas, c'est juste pour que je puisse passer à la question d'après, quand la majorité des gens auront vu. Alors, imaginons qu'on a une table produit, product ID, nom, catégorie, prix, etc. On a un index
qui a été mis sur catégorie et price, donc un index multicolonne. Et puis on fait une requête sur catégorie et price. Donc on veut la catégorie electronics et le prix inférieur à 500. Quand on fait un explain analyze, on voit qu'il fait un scan séquentiel et il n'utilise pas l'index. On est d'accord? C'est bien un scan séquentiel, il n'y a pas d'index. Il fait ensuite un filtre. Pourquoi? Réponse A, l'index est corrompu et a besoin d'être reconstruit. Réponse B, la requête a besoin d'être réécrite pour utiliser l'index. Réponse C, les statistiques de Postgres ne sont pas à jour et doivent être mises à jour pour qu'ils puissent utiliser l'index. Réponse D, il y a trop de lignes et donc un scan séquentiel est plus rapide. N'hésitez pas à lever la main quand vous avez une idée, même si elle est fausse, ce n'est pas grave, il n'y a que vous qui le saurez. Ok, on va passer. La bonne réponse, c'est qu'il y a trop de lignes qui répondent à la requête et que donc c'est plus rapide de faire un scan séquentiel qu'un scan d'index dans ce cas-là. Comment on le sait? Il y avait cette indication dans le plan d'exécution qui dit qu'on a supprimé 9588 lignes de la table. On a aussi l'info qu'on avait estimé qu'il y aurait 825 lignes qui correspondraient, et on en a trouvé 812, donc ce n'est pas un problème de statistique puisque les données correspondent. On est dans une marge d'erreur parfaitement acceptable. Mais si on fait le total des lignes dans la table, on est à 10 400. Et si on regarde la sélectivité du coup de cette requête, on est à 8%. Entre 5 et 10% de sélectivité, Postgres considère que c'est bas et que du coup, il y a de fortes chances que ce soit plus intéressant de passer par un scan séquentiel. Je ne peux pas vous donner plus qu'entre 5 et 10%. Pourquoi? Parce que ça dépend des paramètres que vous avez mis. Vous vous souvenez, le random page cost par rapport au sequential page cost. Donc du coup, je ne peux pas vous dire exactement quel est ce seuil. Et en plus, ça dépend du type de données, des fréquences, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez ce genre de problème, regardez quand même la sélectivité de vos lignes. Challenge 2. Donc je reprends la même table et je fais un index sur order ID. Est-ce que vous voyez déjà en quoi c'est un problème? Ouais. En fait, mon order ID, c'est une primary key. Une primary key dans Postgres, c'est implémenté avec un index. Donc du coup, quand je crée cet index, je crée un deuxième index sur la même colonne. Donc déjà, il ne va pas être utile. Bon, ensuite, ma requête, c'est celle-là. Et voilà mon plan d'exécution. Donc on voit là encore qu'il fait un scan séquentiel, et malgré mes deux index sur la même colonne, il n'en prend aucun des deux. Pourquoi? Réponse A, la sélectivité est trop basse pour utiliser l'index. Réponse B, il faut réécrire la clause where pour supprimer le order ID égale cote 1, 2, 3, 4, 5 cote en where order ID égale 12 345. Réponse C, il faut créer un index fonctionnel sur le cast de order ID en texte. Et réponse D, il faut lancer un analyze pour récupérer les statistiques, ce qui devrait régler le problème. Vous levez la main quand vous pensez avoir une idée? OK. Alors, créer un index fonctionnel sur order ID casté en texte. Alors, c'est vrai techniquement, c'est une réponse qui fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure réponse. Pourquoi? Parce que ce serait quand même mieux de ne pas avoir à caster cet order ID qui est un entier en texte. Donc du coup, si on réécrit la clause where de cette manière-là, on n'aura plus besoin de faire ce cast et on pourra utiliser l'index. Ça, donc là, ça se voit moins parce que c'est un cast implicite, mais dès que vous utilisez une fonction et qu'il n'y a pas d'index fonctionnel sur cette colonne, un index ne peut pas être utilisé.
Le cas que je vois le plus souvent, c'est des lower ou upper de texte pour avoir des recherches qui soient non case sensitives. Alors déjà, sachez qu'en Postgres, on a un opérateur qui s'appelle iLike, qui fait du like non case sensitif. Mais aussi, moi, je conseille d'assainir les données en s'assurant qu'on a toujours soit du upper, soit du lower. Challenge 3. Donc on repart sur la même table, sauf qu'on a rajouté un booléen in stock. Et on a mis un index sur catégorie. Et voilà le plan d'exécution. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de pourquoi il ne prend pas d'index? Alors, est-ce que c'est parce que ça utilise il faut absolument utiliser un hint explicite pour le forcer à utiliser l'index? Est-ce que c'est qu'il faut enfin arriver à lancer Analyze pour récupérer les statistiques? Est-ce que c'est un problème de sélectivité dans la clause where? Ou est-ce qu'il faut clusterer la table, c'est-à-dire la reconstruire dans l'ordre naturel d'une colonne, dans l'ordre naturel de la catégorie, pour que ce soit plus rapide? Vous levez la main quand vous avez une idée? OK. En fait, les statistiques là étaient vraiment pas à jour. Si on regarde, il estimait qu'il aurait 900 000 lignes. Dans les faits, il en a eu 50 432. Donc il a eu 16 fois moins de lignes que ce qui était estimé. Et du coup, il n'a pas pris le meilleur champ parce qu'il a considéré que la sélectivité n'était pas suffisante. Donc en rejoignant un analyse, on va récupérer les statistiques et il aura un estimate qui sera meilleur. Dernier cas, là, on a une table Customers et on veut savoir le last logging, on veut trier. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. On veut trier par last logging desk pour savoir qui s'est logué en dernier. Et le résultat, c'est ça. Donc là encore, on voit qu'il fait un sexscan, mais le truc, c'est pas ça. Là, c'est voir pourquoi est-ce que ce tri prend autant de temps. Alors, est-ce que c'est parce que, en fait, il faudrait faire un index pour faire last logging en desk, ce qui permettra d'arriver à accélérer cette requête? Est-ce qu'il faut augmenter le paramètre workmem pour qu'il puisse trier en mémoire et non pas swapper sur disque? Est-ce qu'il faut ajouter une clause limite pour réduire le résultat? Ou est-ce qu'il faut partitionner la table par last login, par date range de last login pour arriver à avoir quelque chose qui est plus rapide? Vous levez la main quand vous avez une idée? Ok, cool. En fait, si on regarde bien, il nous disait ça. External merge disk. C'est-à-dire qu'il a swappé sur disque. Donc il fallait simplement mettre plus de workmem. Alors, partitionner une table par last logging, c'est une très mauvaise idée, parce que ça veut dire que ça change à chaque fois, et ça veut dire du coup qu'on va devoir constamment changer les lignes de partition, ce qui est extrêmement coûteux et vraiment pas une bonne idée. Dernier. Alors, là, maintenant, on a fait une procédure, et cette procédure, elle prend un curseur sur une table, on a des données, et ensuite, elle fait un traitement avec un update et un commit. D'accord? Donc, elle boucle sur le résultat du curseur, et elle fait un update et un commit. Quand on regarde, ça dure longtemps, genre 6 heures. Non, 6 minutes. Mais 6 minutes, c'est beaucoup. Alors, pourquoi? Alors, il manque la clause for update. Du coup, il y a des problèmes de verrou. Le commit dans la transaction, au sein de la loop de la boucle, augmente l'overhead pour chaque update. Il faut indexer sur created@, pour améliorer la requête d'origine, ou la procédure pourrait utiliser un simple update sur toutes les lignes au lieu de faire une boucle et d'updater chaque ligne individuellement. Vous avez une idée? Parce que ça, c'est un cas que je vois très souvent en entreprise. Alors, le commit dans la boucle ajoute un peu d'overhead, c'est vrai, mais ce n'est pas ça le plus gros problème.
Le plus gros problème, c'est qu'au lieu de faire 50 000 updates d'une ligne, faire un update de 50 000 lignes, c'est vachement plus efficace. Et ça, c'est vraiment difficile quand on n'a pas l'habitude du SQL, d'avoir cette vision ensembliste du SQL et de faire des changements au niveau global. On arrive à la fin. Je voulais vous dire donc que les performances en base de données, c'est pas de la magie, c'est des maths. Qu'il faut utiliser Explain Analyze pour comprendre ce qui se passe. Ajouter un index ne va pas forcément résoudre vos problèmes de performance. Comme toujours, comme je dis toujours, pensez à modéliser vos data. Et quand on parle d'optimisation, benchez, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a zéro certitude tant que vous ne l'avez pas testé. Dernière chose, si vous voulez gagner le livre Administration Cookbook, je vous laisse scanner le QR code. Et normalement, j'ai même plus le temps pour les questions, mais je serai juste dehors.